Bonjour madame et bonjour messieurs et bienvenue à cette édition en langue française de la télévision Renaissance. Ravi de vous savoir fort nombreux et bienvenue. Démarrons cette édition par ces titres de ce journal. Après la clôture lundi de la 5e session du dialogue interburundais à Arusha, les réactions continuent à tomber. Le parti KZ-FDD reste convaincu que si les chefs d'État de la région s'y étaient investis, le dialogue aurait abouti. Et l'accord qui pourrait ressortir du dialogue interburundais pourra causer des problèmes dans sa mise en application car toutes les parties prenantes dans la crise burundaise ne reçoivent pas des invitations. Vous allez suivre au cours de cette édition Charles Ndi Tigé, président du parti Iprona non reconnu par le pouvoir de Bujumbura, qui ajoute que son parti Iprona n'ira pas dans les élections prévues en 2020. Et hors de nos frontières, le président rwandais Paul Kagame a procédé mercredi de cette semaine aux côtés de Jack Ma, fondateur du groupe Alibaba, au lancement officiel de la première plateforme électronique pour le commerce mondial en Afrique. C'était à Kigali. Et voilà pour les principaux titres. Mesdames, messieurs, encore une fois, bienvenue. Je vous le disais dans les titres, Jean Bosco Ndaïkengurukié, ancien leader du CNDD-FDD, alors Omaki, et aujourd'hui président du parti KZ-FDD, se dit convaincu que si les chefs d'État de la région s'y étaient investis, le dialogue aurait abouti. Pour lui, il ne perd pas d'espoir. L'échec n'est pas totalement consommé car les grands plutôt de l'accord d'Arusha devront prendre la relève pour résoudre définitivement la crise burundaise. Je vous prie de le suivre. Pour nous, je pense que l'échec n'est pas total. Vous savez, c'est l'initiative de la sous-région pour essayer de résoudre la crise. Mais il y a d'autres instances aussi. Il y a l'Union africaine et il y a l'ONU. Je ne pense pas que l'East African Community, notamment les chefs d'État de l'East African Community, ont fait assez pour contraindre le président Nkurunziza à venir à la table de négociation. Et le médiateur actuel, donc le facilitateur, Benjamin Mkapa, l'ancien président tanzanien, il a dit quand il était à l'Afrique de l'Ouest, à l'Ecomog, il disait, je crois que c'était au lendemain du départ du président Gambie, Yahya Jammeh, qui avait refusé de quitter, il a dit, je vous félicite par ce que vous faites en Gambie, mais chez nous, à l'East African Community, il y a un problème au Burundi. On essaie, mais ça ne va pas parce que l'esprit pour résoudre le problème burundais est là, mais la chair est faible. Donc il a paraphrasé la Bible, c'est-à-dire on ne l'aide pas. Matériellement, il nous faut ce qu'il demande pour qu'il soit appuyé n'est pas fait. Donc il a accusé lui-même de façon ou d'une autre les chefs d'État de l'East African Community. Je crois qu'à cette occasion-ci qui se présente, ça pourrait être exploité pour éveiller les chefs d'État de la sous-région, pour faire quelque chose, comme ils l'ont fait à l'encontre du président Buyoya. Ils ont dit prendre un embargo avant qu'ils ne viennent négocier avec l'opposition. Et je crois que le même chemin sera suivi demain ou après-demain si demain ils veulent rester conséquents avec eux-mêmes. Donc c'est ça l'espoir que nous avons aujourd'hui, que ce que nous avons fait aujourd'hui démontre que rien n'a été fait pour le contraindre à faire le minimum, parler avec son opposition. Jean Bosco Ndaïkengurukié ajoute que si la crise ne trouve pas de solution, il y aura de graves conséquences. Mais pour Ndaïkengurukié, la voie des armes n'est pas la meilleure solution. Encore une fois, suivez. D'abord, les armes ont été prises, Karbyan a été assassiné. Et il y a eu beaucoup de mouvements armés. Vous savez ce qui s'est passé. On a passé trop de temps, on a dépensé trop d'espoir, comme le disait Mandela. On a dépensé trop de moyens pour avoir cet accord, l'accord d'Arusha et l'accord de cessez-le-feu. Aujourd'hui, s'il y a des gens qui veulent prendre encore les armes pour faire respecter l'accord d'Arusha, ça serait, je dirais, d'abord une grande défaite, un grand affront contre ceux qui se sont portés garants pour ce même accord. Et je crois que nous interpellons les garants à tout faire pour qu'effectivement les gens ne soient pas obligés de prendre encore les armes
pour défendre l'accord d'Arusha. Puisque le problème que nous avons aujourd'hui, c'est défendre un accord. Vous savez, en Angola, il y a eu un accord. Savimbi était rentré, il y a eu des élections, il a été battu, il a dû retourner dans la forêt. Vous savez ce qui s'est passé. Je crois que c'est la même chose aussi en Sierra Leone. Donc, quand il y a un accord, il doit être respecté. Il doit vraiment être respecté. Les conséquences sont néfastes pour ceux qui s'adonnent à jouer avec la violation d'un accord global qui est signé. Quand on n'a rien d'autre solution à faire, quand on ne peut rien faire, quand toutes les voies sont bloquées, on n'étouffe pas, on cherche les voies et moyens pour se défendre. Je vous rappelle que le paragraphe, je crois que c'est le 3e paragraphe du préambule de la Déclaration des droits de l'homme des Nations Unies, il est précisé que pour que l'homme ne soit contraint en dernier recours à prendre les armes pour résister contre la violation de ses propres droits, il faut respecter donc les droits de l'homme. Donc c'est prévu que quand on ne peut rien faire d'autre, on peut recourir aux armes. Mais je pense, à mon humble avis, qu'on n'y arrivera pas. Et pour Pancras Timaye, membre de l'opposition burundaise qui avait participé au 5e round du dialogue à Arusha, trouve qu'il est temps, si pas tard, de se battre pour défendre la démocratie et l'accord d'Arusha qui nous préoccupe plus. Pierre Nkurunziza, pour le moment, selon Pancras, la balle est renvoyée dans le camp de l'opposition burundaise et du peuple burundais. Suivez-le. Ce que nous devons comprendre, ce que nous devons intégrer dans notre subconscient, c'est que le mal, Nkurunziza, la mort de la démocratie, la mort de l'accord d'Arusha, est une action qui nous impose un combat de ressusciter, de rétablir toutes ces vertus, et cette cause est plus importante que tous les partis politiques. Cette cause est plus importante que le Sénarède. Cette cause est plus importante que tous les mouvements qui veulent combattre Nkurunziza même militairement. Cette cause est noble, cette cause est forte, elle est supérieure. Pour cela, l'opposition doit ranger, mettre de côté tout ce qui nous opposait entre nous pour qu'on puisse se constituer un front uni, compact. Nous devons faire toutes les concessions nécessaires pour que cette cause noble de restaurer un état de droit au Burundi, cette cause noble de restaurer la démocratie, restaurer l'accord d'Arusha, pour que cette cause puisse triompher. Et je n'en doute pas, cette cause triomphera. Pancras Timaye interpelle également les opposants politiques de faire toutes les concessions pour constituer un front uni afin de restaurer la démocratie au Burundi. Suivez-le encore une fois. L'interprétation d'abord qu'il faut donner au geste qui a été posé par Pierre Nkurunziza, c'est qu'il vient de fermer complètement, hermétiquement, la voie du dialogue comme une solution à la crise politico-sécuritaire qui mine le Burundi. Pierre Nkurunziza, il vient de dire à la sous-région, il vient de dire à la facilitation, il vient de dire à la médiation, il vient de dire à l'Union africaine, il vient de dire aux Nations unies, bref, à toute la communauté internationale, que la voie du dialogue est terminée. Aujourd'hui, il se prépare aux élections. Il dit qu'il organise les élections de 2020. Ça veut dire que Nkurunziza vient de dire l'opposition, dans son ensemble, et particulièrement ceux-là qui sont à l'étranger, ils peuvent errer, ils peuvent crier, jamais ils ne rentreront plus au Burundi. La question du Burundi ne les concerne plus. Ils peuvent aller chercher probablement des nationalités ailleurs. Ils peuvent aller mourir dans des camps de réfugiés. Alors, la réponse, est-ce que le peuple burundais va accepter les 5% de la population burundaise qui croupissent dans les camps de réfugiés à l'étranger? Vont-ils accepter de mourir
éternellement dans ces cas de réfugiés? Je ne pense pas. Pierre Nkurunziza, aujourd'hui, il est en train de créer, il est en train de mettre en place les mêmes conditions qui l'ont poussé, qu'il avait poussé en 1995 à aller au maquis. Il a déjà réuni toutes ces conditions de 1995 s'il ne les a pas encore dépassées. Donc c'est pour vous dire que quand vient le moment de se battre pour la démocratie, le peuple burundais est imprévisible. Le journal poursuit. L'accord qui pourrait ressortir de ce dialogue interburundais pourra aussi causer des problèmes dans sa mise en application, car toutes les parties prenantes dans cette crise ne reçoivent pas des invitations. Lecture faite par Charles Nditije, président du parti Iprona reconnu par le pouvoir de Bujumbura. Nditije parle ici des acteurs comme la société civile, la jeunesse, les femmes et ceux qui disent avoir pris des armes pour combattre le pouvoir en place. Suivez Charles Nditije. Ivyo twoshikako kugira bije mu ngiro nuko leta. En dépit de notre contestation envers le gouvernement du Burundi, c'est lui qui est au pouvoir. On ne peut pas aboutir à rien s'il est absent dans ce dialogue. Aucune décision ne peut être prise à son absence. Voilà même ce qui disait longtemps qu'ils ne sont pas pro-gouvernement. Ils ne sont pas venus. Ça montre réellement qu'eux aussi soutiennent le régime en place. Ce qui est dommage aussi, c'est que même les facilitateurs du dialogue ne peuvent aller en dehors du souhait du CNDD-FDD. Vous savez que le pouvoir de Bujumbura a dit qu'il ne peut jamais s'asseoir avec ceux qui sont accusés du putsch. Ils n'ont pas été invités du moment où le jugement n'a pas encore rendu. Ces allégations du pouvoir n'ont pas de fondement. Aujourd'hui, Nkurunziza et sa clique criminelle, bientôt ils vont répondre à la Cour pénale internationale. Pourquoi ces gens n'ont pas été considérés? Vous entendez bel et bien qu'il y a une injustice. Ici, je voudrais dire qu'aucune personne n'est à exclure. Toute catégorie, hommes, femmes, la société civile, la jeunesse et les médias, mieux qu'ils y répondent présents dans les pourparlers. C'est là où il viendra la meilleure solution. On ne l'a pas fait justement parce que la médiation travaille pour le bien du gouvernement. J'ajoute, ceux qui ont pris les armes, il fallait les inviter, comme on invitait le CNDD-FDD quand il était encore sur le champ de bataille. Alors, c'est pour dire que le dialogue n'a pas été bien organisé. On ne peut pas arriver à une convention pour en faire prendre les décisions et sanctions. Et concernant le rendez-vous des élections prévues en 2020, le parti Iprona reconnu par le pouvoir de Bujumbura fait savoir qu'il n'ira pas dans ces élections si le climat politique n'est pas assaini. Pour Charles Nditije, président de ce parti, il est regrettable de penser que la solution de la crise actuelle sortira de ces élections, car la nouvelle constitution ne laisse aucune chance aux éventuels concurrents du CNDD-FDD de participer dans des élections démocratiques. Suivez-le. Comment peut-on aller vers des élections de 2020 quand on constate que la nouvelle constitution ne laisse aucune place à une compétition démocratique, quand la nouvelle constitution consacre un monopartisme de fait, quand la nouvelle constitution consacre un pouvoir, je dirais, dictatorial, où tout le pouvoir est mis dans les mains du chef de l'État, parce que, à titre exemplatif, on dit que pour nommer les ministres, le premier ministre, le vice-président, le président ne se référait pas au suffrage obtenu par les partis politiques. Et les ministres, le gouvernement exécutent la politique dictée par le seul président de la République. Bref, c'est un monopartisme de fait, c'est un pouvoir présidentiel sans partage. Donc on ne peut pas aller dans ces élections sans qu'on crée les conditions favorables à la tenue de ces élections qui ne peuvent pas se tenir, en tout cas en 2020. Nous avons refusé donc d'aller dans la logique de ces élections de 2020 de signer une feuille de route. Aujourd'hui, la priorité des priorités pour le pouvoir de Bujumbura, c'est d'aller aux élections. Il n'est pas exclu que parmi nous, il y ait des gens qui accompagnent le CNDD dans ces élections. On l'a vu en 2015, il y a eu le FNL, Amizero d'Agatogwasa qui est parti. Nous, au niveau de l'Iprona, nous n'avons pas accepté d'accompagner un pouvoir illégal
Et aujourd'hui, c'est possible qu'il y ait des accompagnateurs, même parmi nous. Mais nous disons, il est illusoire, je dirais même qu'il est irresponsable et même condamnable de penser que la solution proviendra des élections de 2020, dont on connaît le cadre légal et consacré par la nouvelle constitution, comme je l'ai expliqué. Nous devrions plutôt tout faire pour refuser ces élections. Et si d'aventure elles se tenaient, je pense que nous les combattrons comme nous avons combattu le pouvoir ici des élections de 2015 et tous les moyens seront bons. Et en parlant toujours du dialogue inter-burundais, les journalistes burundais qui viennent de couvrir la 5e session du dialogue inter-burundais en l'absence du gouvernement et du parti CNDD-FDD affirment n'avoir pas eu un accès facile aux sources d'information pendant cette session. Certains parmi eux qui se sont entretenus avec la télévision Renaissance regrettent l'absence du dialogue proprement dit qu'attendait la population burundaise. Je propose de les suivre. Nous regrettons que nous n'avons pas eu l'accès direct aux négociations ou pour parler ou aux discussions qui se faisaient entre les différents politiciens burundais. Il est vrai, nous avons été aux alentours de cet hôtel, mais on attendait des politiciens qui sortaient, qui allaient faire la pause, on faisait des interviews, mais nous regrettons que nous n'avons pas été à l'intérieur, donc que nous n'avons pas vu de notre propres yeux des discussions entre ces différents politiciens burundais. On attendait que le parti au pouvoir soit là, le gouvernement et l'opposition, pour qu'à la fin on soit avec un consensus, un document consensuel entre ces protagonistes. Mais pour le moment, on a un document qui a été titré comme proposition pour la sortie de la crise burundaise, mais ce document manquait la version du gouvernement et du parti au pouvoir. Donc, je suis toujours à ma soif. L'information n'a pas encore atteint son point final. Les reporters qui ont été dépêchés sur le terrain, on n'a jamais été accrédités pour faire notre travail. Mais fort heureusement, le bureau de la communication ou le bureau du facilitateur nous a acceptés comme des citoyens ordinaires et de l'East African Community pour venir et faire notre travail aux alentours de la salle, sans toutefois avoir accès dans la salle. Et on a travaillé en coulisses et on a pu quand même donner des informations sur ce qui se passait durant ces 5 rounds de négociation. Alors, le fait que nous n'avons pas été accrédités, ça nous a effectivement poussé à faire un travail qui n'est pas, je dirais, qui n'a pas abouti à des résultats. En tant que reporter, si vous devez chercher des informations en coulisses, ce n'est pas la même chose que vous êtes dans la salle pour suivre les débats. Alors, ce problème de manque d'accréditation nous a poussé quelque part à faire un travail et quand même à durcir notre travail, je voulais dire. Et jusqu'à aujourd'hui, on aurait bien aimé que les journalistes burundais, que ce soit ceux qui sont au pays, que ce soit ceux qui sont en exil, puissent être accrédités pour exercer librement leur travail. Parce que c'est comme ça que ça devrait normalement se passer. C'est là où nous autres journalistes, nous disons que ce processus continue pour effectivement donner aux Burundais ce que les Burundais aspirent aujourd'hui à avoir. Mais sinon, on ne pouvait rien donner. On a donné ce qu'on a eu sur terrain et malheureusement, les résultats ne sont pas des résultats que les Burundais escomptaient de voir. La plupart d'entre nous, nous avons trouvé que nous étions sur la liste des journalistes qui devaient couvrir le dialogue inter-burundais. Mais ce n'était pas suffisant parce qu'on n'avait pas de carte d'accréditation, c'est-à-dire qu'on était considérés comme des citoyens ordinaires, on n'avait pas de carte et on avait toujours des inquiétudes parce que
à un certain moment, on pouvait même dire, vous dégagez et vous n'êtes pas reconnu ici, vous n'avez même pas de carte d'accréditation. Donc on avait des inquiétudes du début à la fin. Mais on a quand même pu couvrir tout le processus, tout le dialogue interburundais, même si on a eu non plus accès à la salle de débat, et parce que les politiques de l'opposition étaient en train de faire des débats à l'intérieur d'une salle, mais on n'avait pas accès à cette salle. On devait chercher l'information dans les coulisses, on devait chercher à gauche à droite les politiques pour vraiment avoir une information d'une manière indirecte. Moi personnellement, j'ai transmis aux auditeurs ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu, et je pense que mon travail a été bien effectué. Passons à côté de chez nous. Avant de clore cette édition, le président rwandais Paul Kagame a procédé mercredi de cette semaine aux côtés de Jack Ma, fondateur du groupe Alibaba, au lancement officiel de la première plateforme électronique pour le commerce mondial en Afrique. C'était à Kigali, la capitale du Rwanda. Ce partenariat facilitera les transactions commerciales entre le Rwanda et le reste du monde. Plus de précisions dans ce reportage signé Darlene Lakoze. Ce mercredi 31 octobre 2018, le président du Rwanda, Paul Kagame, a ouvert un partenariat entre le Rwanda et Alibaba Group, qui est en plateforme du commerce en ligne, ce qui permet la vente des produits venant d'autres pays en ligne. Dans cette ouverture, Paul Kagame était avec Jack Ma, qui est le fondateur de Alibaba Group. Jack Ma, dans son discours, il s'est dit honoré de travailler en partenariat avec le Rwanda, disant aussi que Paul Kagame est un bon leader pour son pays. It is my great honor, and also it is Alibaba's great honor. C'est un grand honneur pour moi. Et aussi un grand honneur pour Alibaba de travailler en partenariat avec le Rwanda. On m'a demandé pourquoi le Rwanda. Il y a beaucoup de pays en Afrique. Quand il nous est même difficile de choisir quel pays doit être en IWTP. Pourquoi le Rwanda? Et je leur ai demandé en retour, pourquoi pas le Rwanda? Le Rwanda est un beau pays. La première fois où je suis arrivé au Rwanda, j'ai été surpris par sa beauté et sa propreté, et aussi du magique pouvoir qui inspire au changement. Et je crois que vous avez eu un grand leader, c'est votre président. Votre président est un président qui croit en l'avenir. La première chose que je veux qu'on fasse ensemble, c'est de prouver que si le Rwanda peut, pourquoi pas les autres pays de l'Afrique? Et je pense, c'est ce que nous voulons, que dans ces dernières années, le Rwanda pourra changer de vision. Le Rwanda pourra changer aussi l'Afrique. Et ensemble, dès aujourd'hui, nous allons changer l'Afrique et le Rwanda. We will make the world change the view of Rwanda and Africa. Paul Kagame, quant à lui, dans son allocution, il a vivement remercié Alibaba Group pour le travail acharné qu'ils vont faire ensemble et que travailler avec Alibaba Group va permettre de réduire les coûts supplémentaires des intermédiaires pour les entrepreneurs rwandais. The Electronic World Trade Platform. Dans cette plateforme, je tiens à vous dire que le Rwanda ouvre de nouvelles frontières pour les touristes et les investisseurs. Il y aura également la compétition entre les investisseurs et les hommes d'affaires qui facilitera aussi les clients. Je voudrais en outre que le Rwanda devienne un pays industrialisé. Je profite de cette occasion pour interpeller les jeunes de s'intéresser beaucoup à la technologie moderne, qui ne perdent le temps dans d'autres choses qui ne servent à rien. Le Rwanda s'engage de continuer dans sa politique de faciliter les investisseurs en matière de l'éducation, d'infrastructures et d'industrie qui rendent l'économie progressive. Le gouvernement soutenira non seulement ceux qui apporteront les innovations, mais aussi va les promouvoir et jouera un rôle de régulateur. A conducive business and regulatory climate.
Nous vous rappelons que Alibaba Group est une plateforme de commerce en ligne fondée par Jack Ma et 7 autres personnes en 1999. Il est aujourd'hui en première place parmi d'autres plateformes qui font le commerce en ligne. Merci à Darlene Ilakozé, mesdames et messieurs. Et voilà, c'est ce qui prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir tenu compagnie. À la prochaine.